Alors, re-bienvenue. On continue les discussions, les entrevues pour la journée Trace ton chemin. Aujourd'hui, on a une journée ensoleillée. On a eu beaucoup de conversations, toutes des conversations qu'on enregistre qui deviennent, qui vont faire partie du podcast Trace ton chemin qui va être disponible en ligne dès la semaine prochaine. Vous pouvez les écouter et voir en vidéo aussi. On a plein d'entrevues avec des entrepreneurs. On a eu une discussion sur l'économie circulaire. On a eu une discussion sur transmettre la culture à travers son entreprise. Et là, aujourd'hui, et là, maintenant plutôt, il y a Alex Bastide qui est ici, qui est un entrepreneur qui a lancé son entreprise sur la rue Mélone dans Annecy. Qui a commencé juste ici. Et comme tu me disais juste avant, oui, je vais venir faire une entrevue dans le parc. Je venais promener mon chien ici. Ouais, c'est un endroit que je connais super bien. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Puis ça a dû changer depuis le temps, là, depuis le début quand tu venais. Pas tant que ça. Pas le building qui est là, ça a resté pas mal pareil. C'est sûr aussi là, le développement l'aménagement, de la piste, mais c'est très bien. Là. Ça évolue dans le bon sens. Alors, Alex, est-ce que c'était ta première entreprise, mais c'était la boutique de musique, le genre de salle de spectacle avec une rampe dedans. C'était le Underworld. Underworld, magasin de musique, c'était en 1995. Fait que c'est ça, juste ici, sur la rue Méline, où il y a le IGA. Et c'est ça, ça a été, j'avais 19 ans en réalité. Je venais de finir mon cours de DEP. Puis 6 mois plus tard, après faire le cours, j'ai ouvert le commerce ici. Puis ça s'est super bien passé. C'était un succès instantané. Instantané? Ouais. Mais c'était un DEP... En diplôme en études en vente et représentation. Ah, OK. Mais c'était vraiment cool parce qu'on ouvrait un magasin. Dans l'école, il y avait un local vide. Puis à la fin de notre cours, avant de finir le cours, on faisait des stages. Puis où est-ce qu'on faisait notre stage? On leur demandait qu'ils nous donnent des produits en consigne pour qu'on les amène à l'école puis qu'on puisse ouvrir l'inventaire pour apprendre à faire l'inventaire, former une équipe, la comptabilité, tout comment ouvrir une business. Pour moi, c'était génial. Ouais. Moi qui voulais ouvrir un magasin, fait que le cours, pour moi, il a été A1. Puis je suis sorti de là gonflé à bloc, puis j'ai ouvert ma boutique. Puis, OK, le concept d'ouvrir la boutique, pourquoi? Qu'est-ce qui venait te chercher à te dire comme, on a besoin de ça? Il y avait plusieurs choses. Un, c'était ma passion. Deux, il n'y avait pas ce genre de boutique-là à Montréal. Puis trois, c'était devenir mon propre patron, dans le fond, pour pas avoir à travailler pour quelqu'un d'autre. Je le voyais pas dans moi. Je voulais vraiment travailler pour moi-même. Puis j'avais eu mon idée, puis je voulais vraiment créer mon entreprise. Puis c'est pour ça qu'on avait choisi le nom Underworld. On créait un sous-monde pour moi, ma communauté, mes employés, mes clients, les groupes de musique. Puis tu sais, comme vraiment unir tout le monde de cette communauté-là à un endroit, que ce soit artistes, musique, skate et plusieurs autres. Puis comment, est-ce que ton idée de base, est-ce que les premières activités que tu faisais pour ton entreprise, ça a été vraiment l'ouverture de la boutique? Est-ce que tu développais, parce que là, tu sais, ta passion, c'était de promouvoir la musique, d'amener de la musique d'ailleurs, faire découvrir la culture punk, la culture de la musique. Est-ce que tu t'y prenais autrement avant ou ça a commencé à l'ouverture de la boutique? Comment c'est arrivé? De fil en aiguille, évidemment, en première étape, j'ouvre la boutique. Oui, okay. Je fais ma promotion dans les spectacles de musique que je participais. La bonne vieille façon, je restais à la sortie, puis je passais des flyers à tout le monde qui sortait. Puis ça, c'est comme ça que j'ai réussi à faire attirer des clients. Puis là, éventuellement, on avait une salle de karaté à côté de notre boutique au deuxième étage. Puis là, on a commencé à organiser des spectacles de musique. Éventuellement, on a commencé à les faire en bas. Puis là, évidemment, je rencontrais beaucoup de groupes de musique. Je me suis mis à faire une étiquette. J'avais ma propre compagnie de disques, aussi bien à faire de la production, des tournées. Puis tout ça m'a aidé à faire connaître la boutique, puis à faire des différentes branches de ma marque. Fait que tu sais, t'étais un fan de musique, là, de musique punk. C'était quoi dans le punk? C'était quoi les bands punk que tu écoutais
avant d'ouvrir ta boutique? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir la culture punk? Ce qui m'a fait découvrir, c'est surtout les films de skate. Fait que Ah ben beaucoup oui, dans ben les oui, films oui, de c'est un skate, classique. t'écoutes un film de skate, là, t'es comme, hey, donc ben bonne cette tune-là. Fait que là, tu fais une recherche pour découvrir ce groupe-là. Puis là, ben, là, tel groupe t'a fait découvrir un autre groupe. Puis là, la passion embarquait. Puis, ben, pour de vrai, même, ça a commencé avant le skate, l'amour de la musique. Ça a commencé avec Red Hot Chili Peppers. Ça a commencé Oui, ben oui, avec... parce que maintenant qu'on est amis Facebook, j'ai vu des archives, là, j'ai vu des photos de toi là, avec les cheveux longs de même. Puis, Ouais, j'avais les cheveux pas mal longs. Puis tous ces groupes-là, tu sais, Bon Jovi, Def Leppard, tout le rock, Twisted Sister, puis ça m'a tranquillement... Motley Crue, c'est la première cassette que j'ai achetée. Ah oui. Shot of the Devil, qui est quand même assez rock. Puis tout ça m'a amené, évidemment, tranquillement vers plus le punk rock californien. Puis après ça, c'est ça, là, il y avait Green Day, puis toutes ces bands-là, Nirvana. Tout ça m'a amené à vouloir avoir mon magasin puis aider ces groupes-là à être plus connus parce que je trouvais qu'ils méritaient d'être connus. Ouais. Est-ce que c'était une offre, tu sais, la musique à ce moment-là, bon, il y en avait d'autres, des magasins de musique, mais c'était-tu des albums, c'était-tu des bands que tu pouvais, que, les bands sur lesquels que tu tripais, c'était-tu des bands que tu pouvais retrouver dans les autres magasins, ou comment tu es allé chercher, toi, ça, cette distribution-là, ou cette ressource-là de... Ben, il y a personne qui était aussi spécialisé dans ce type de musique-là. Fait que les autres, c'était hip-hop, punk, le death punk, puis tu sais, tout ce qui est hardcore. Puis dans ce temps-là, évidemment, c'est en 95, donc c'est avant l'Internet, c'est avant tout. Fait que pour trouver la musique, il fallait que tu fasses un réseau. Puis c'était avec les magazines. Je trouvais des distributeurs en Californie, en Europe, partout. Puis je commandais avec un fax, puis je me faisais shipper ça. Puis on avait vraiment une spécialité vraiment très intéressante. Tu sais, même les groupes qui venaient de New York ou de Los Angeles, quand ils rentraient dans mon magasin, t'es comme, wow, t'as une sélection unique, là, très, très, très approfondie. Tu sais, c'était vraiment un specialty store. Fait que, tu sais, puis j'avais ma propre façon d'acheter, puis c'était différent de tous les restes des magasins à Montréal. Parce que moi, je me rappelle, tu sais, quand j'ai découvert la culture punk, tout ça, ben là, bon, je venais de Sorel, je m'en venais, je débarquais au métro pour pouvoir aller sa rue Mélone, et tu avais des... à l'époque, c'était populaire, c'était populaire, c'était plus courant, les fanzines. Fait que là, tu avais des fanzines de distro, justement, puis là, tu avais des listes de bands. Là, tu avais toutes les listes de bands. Là, tu avais le band, disons. Puis là, je vais prendre Anti-Flag, par exemple. Tu sais, Anti-Flag, tu avais chaque album, une ligne par album, une ligne par CD, pas des CD, les des cassettes. Pouces, les cassettes, toute la ces affaires-là, T-shirt, blablabla. Là, j'étais comme, waouh, c'est malade. Puis là, c'était des affaires épais de même, là, tu sais, fait que là, tu pouvais chercher, c'était tout en ordre alphabétique. Puis là, fait que ça, c'était cool. Même si j'avais probablement pas commandé de ça, parce que je me disais, bon, je vais le retrouver là, ou sinon, je disais, hey, t'as-tu ça, ou tu sais, t'as-tu cette affaire-là. Mais de découvrir d'autres affaires, tu sais, après ça, tu vois tous les noms de band punk. C'était comme un Spotify. Oui, mais ça, que tu ne peux pas écouter la musique, mais tu peux faire tes tes études puis découvrir des bands. Mais c'est ça qui était fun, parce que là, encore là, on parle qu'on était juste ici sur la rue Mélène. On avait un magasin là, c'est ça, en 95. Puis les gens venaient de partout pour ce magasin-là. Ils venaient de Toronto, ils venaient du Vermont, ils venaient de Québec, Sorel, Belleuil, surtout le week-end. Puis les gens pouvaient dépenser quand même dans ce temps-là là, jusqu'à 300, 400, 600 $ par client. Ah oui, juste des disques. Ils sortaient avec des sacs remplis de disques. C'était incroyable parce que justement, ils n'étaient pas capables de les trouver, ces disques-là. Puis tant qu'à se déplacer, ils se déplaçaient pour de vrai. Là. Ah oui, hein, c'était une autre époque. Et là, tu as eu les spectacles, puis là, tout le monde, en tout cas, tu sais, qui ont connu l'Underworld, se rappelle la salle, avec la rampe de skate, ce côté-là. Là, t'en as eu beaucoup. Tu as eu beaucoup de shows qui sont passés. Je pense qu'on a produit pas loin de 200 spectacles, juste ici, encore une fois. Des bands partout de l'Europe, de la Californie. Puis on était spécialisé aussi dans les groupes qui faisaient des gros festivals à Montréal, mais qui venaient faire un show secret chez nous gratuitement. Fait que, tu sais, des bands comme Blink-182, ils ont joué chez nous. Ça, c'est ce que je dirais le plus connu. Oui, c'est ça. Mais il y a MXPX qui joue ce soir à Sainte-Thérèse au Music for Cancer. Ouais. Que je m'en vais voir après. Mais eux autres, ils ont joué ici, un show secret ici, Strung Out, plein de bands qui venaient de faire des shows secrets. C'est ça qui était fun. Puis on avait du monde qui nous appelait de partout dans le monde pour venir jouer cette salle de spectacle-là. Quand ils jouaient à Montréal, ils voulaient jouer cet endroit-là. Ouais. C'est une capacité de combien de personnes qui pouvaient venir?
125, mais des fois, on pouvait... Oui, non, mais c'est ça. Après ça, le truc légal et le truc on regardait les portes du côté fermé, le monde regardait de la ruelle. Puis, fait que est-ce que de faire des shows punk, d'avoir ça qui se passe là, comment c'était la rue Mélone pour ça? Est-ce que tu avais des, je sais pas, des plaintes? Y avait-tu du monde autour? Comment? J'ai pas eu trop de plaintes parce que le monde était quand même respectueux. Puis on les faisait de bonne heure, les spectacles aussi, fait que ça finissait jamais tard. Mais chose qui est vraiment comique, c'est que j'avais jamais eu mon vrai permis de salle de spectacle. J'étais tout le temps en demande de permis. Puis ça a quand même pris 3 ans avant que les départements d'incendie nous ferment pour dire, écoute, ta demande de permis, ça suffit. Mais on n'arrivait jamais à aller compléter les travaux qu'ils nous demandaient parce que c'était trop cher et on n'avait pas l'argent. Ouais. Fait qu'éventuellement, on a commencé à faire toute notre production de spectacle au centre-ville. Puis éventuellement, on a ouvert une autre boutique au centre-ville. C'est comme ça qu'on a grandi. Oui, c'est ça. Puis à quel moment, que l'aventure sur la rue Mélone a arrêté? C'est peut-être en 2012 quand même. Fait qu'on est resté un bon moment. Là. On est resté quasiment 15-17 ans là. Parce que là, tu avais les autres boutiques qui avaient ouvert, ou est-ce que tout a arrêté en même temps, ou est-ce que tu as dû fermer elle parce que là, tu te concentrais plus sur le développement puis le reste, là? Ben, c'est ça. C'est sûr que quand il a commencé à avoir le métro à Laval, le métro Henri Bourassa n'était plus ce que c'était. Ah, OK. Tu comprends? Fait que ça a vraiment affecté le roulement et la circulation pour notre boutique. Fait que c'est là qu'on a décidé de fermer parce que ça valait plus la peine. Ça allait, mais ça allait pas comme c'était. Puis on avait une boutique au centre-ville qu'on a décidé de se concentrer. Puis même rendu là, on avait une boutique à Vancouver. Fait qu'on essayait des nouvelles choses, là. Puis pourquoi la rue Mélone? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi le début de cette ouverture? Tu avais ton plan d'affaires, tu as dit, hey, je veux faire mon magasin de musique. J'ai trouvé la place. Comment je me pars quand tu es un jeune kid? Tu sais, de début vingtaine, même pas encore. C'est ça. Fait que, moi, vu que j'étais jeune, ma zone de confort, c'était ici. Je faisais du skate au Parc Antique. Okay. Parce que tu restais dans le coin. Puis je venais de Laval. OK. Fait que moi, c'était simple. Je prenais un bus pour aller à Montréal. Puis c'était bus, métro Henri Bourassa, on va au Parc Antique, on s'en va au centre-ville, on en revient. Puis on faisait ça tout le temps, Parc Jarry, des choses comme ça. Puis tu avais aussi tous les autobus de la Rive-Nord qui venaient au métro Henri Bourassa. Fait que c'était vraiment... Toute la Rive-Nord pouvait, avec un bus, venir au métro Henri Bourassa. Fait que moi, je me disais, si j'invite mes amis magasiner, c'est un bus. Toute Montréal peut venir avec le métro. Toute la Rive-Sud peut aussi venir avec un bus, un métro. C'était très stratégique, en réalité. Pour moi, c'était vraiment un super bon coin, puis ça a super bien été. Puis le loyer n'était pas trop cher. Puis, mais il était aussi disponible. Il y avait quelque chose qui était là. Toi, tu l'as trouvé il comment? était disponible. Encore là, j'ai eu un autre pépin parce que j'ai ouvert au 2e étage. Puis après 6 mois, j'ai reçu une lettre de la Ville de Montréal qui me disait que j'avais pas le droit de faire du retail au 2e étage, qu'il fallait que je déménage au rez-de-chaussée. Parce qu'en réalité, ça aurait dû être un appartement. Parce que c'était comme un appartement que j'ai transformé en boutique de musique, skate. OK. Fait que ça a été quelque chose qu'il a fallu que... Mais ça nous a juste poussé. Au moins, on avait un local en bas de disponible. Il y avait une épicerie qui, éventuellement, il a fermé, qu'on a pris. Puis c'est comme ça qu'on a fait notre expansion. On a séparé le magasin de musique, le magasin de skate, puis tu avais la salle de spectacle en arrière jusqu'à temps qu'on ait le droit. Quand on n'a pas eu le droit, on a fait des bureaux, on a fait une autre rampe, puis des choses comme ça, là. Puis quand tu es un ado puis que tu te lances en business, comment tu réussis? Parce que là, bon, tu dois louer la place. Tu dois... T'avais des fonds? Comment tu es arrivé à dire, je peux investir, tant de temps, ça va me prendre... comment tu as lancé ta business? Et moi, j'ai commencé à 14 ans sur mon plan d'affaires. Ah oui, C'était vraiment une vision très, très, très jeune. Ça faisait longtemps que à tu y 16 pensais ans, à ton j'avais déjà histoire, le nom de la business, j'avais le plan d'affaires décrit, puis là, je travaillais. Je travaillais pas n'importe quoi, là, où ce que je pouvais travailler, là, dans des centres de distribution, peinturer. Je travaillais tout pour le temps, ramasser tout le temps, ton ramasser cash. mon argent. Puis éventuellement, quand j'avais ramassé assez d'argent, puis j'ai pris mes parents, j'étais sérieux, eux, ils m'ont endossé pour 2 prêts. Mes parents n'étaient plus ensemble, fait qu'ils m'ont fait 2 petits prêts de 8 000 endossés, mais qui restaient à mon nom quand même pour que je puisse bâtir mon crédit. Fait que ça a été vraiment smart de leur part, mais j'ai quand même prouvé mon sérieux en faisant mon plan d'affaires. Oui. Ben, économiser regarde, de l'argent. il était d'avance ton plan d'affaires. Là. Tu l'as travaillé longtemps. Là. Puis dans ce temps-là, c'est la Banque de Royale donnait des plans d'affaires vides. Fait que tu avais juste à remplir. Tu avais tous les questionnaires, puis tu remplissais ton plan d'affaires là-dedans. Puis ça, tu leur amenais ça pour qu'ils te prêtent de l'argent par la suite. Ah oui, c'est bon. Donc, ça c'est l'aventure Underworld. Puis, tu as édité un livre dernièrement, l'année dernière, sur l'histoire du Underworld, parce que
parce que le Underworld, ça a été une entité là, super importante dans la culture au Québec, là, puis sûrement ailleurs, mais tous les jeunes alternatifs, punk de fin 90, début 2000, là, ça fait partie de leur culture. Tu sais. Ben, c'était le 25e anniversaire, fait que c'est long, 25 ans. Hein? Tu touches beaucoup de générations. Puis c'est ça, ça a été canadien, veux pas, Underworld à la fin, vu qu'on était à Vancouver. Ouais. C'était le magasin de musique, c'était la compagnie de disques, c'était le magasin de skate, c'était l'émission de télé à Musique Plus pendant Oui, c'est vrai, 4 c'est ans. vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu avais une émission. Il y a eu la salle de spectacle, la deuxième salle de spectacle qu'on a réouvert en 2008, Cabaret Underworld sur Sur Sainte-Catherine. Sainte-Cat. Fait que ça, on a produit cela, on a produit 3000 spectacles. Fait que, on a touché la vie de beaucoup de monde, là, veux pas. Là, fait que oui, ça a affecté, pas affecté, mais positivement. Affecté positivement. Ça a affecté positivement les gens et leur vie. Puis je me fais arrêter tout le temps dans la rue. Hey, t'es le gars d'Underworld, man. J'étais allé à ton magasin, j'ai vu des spectacles chez toi. Puis tous les jours, là, ma blonde, ça la fait rire parce que je me fais reconnaître tout le temps, partout. Puis même à l'extérieur de Montréal. C'est vraiment été une grosse marque. Puis c'était très inclusif comme marque aussi. Parce que cette marque-là était pour les clients, était pour mes employés. C'était pour justement créer une communauté. C'était pas juste une business. C'était vraiment. Les gens pouvaient m'appeler, dire hey, je veux faire un show chez toi. Parfait, viens-t'en. C'est comme. Le monde fait participer, fait que c'était vraiment fun. Le monde était bon en skate. Ah, attends, je vais te commanditer, puis je vais t'aider à trouver un commanditaire, que ce soit de la Californie ou Toronto. J'avais des contacts, fait que moi, je connectais les gens, dans le fond. Oui, oui. C'est ça, c'est super intéressant. Et puis ton livre que tu as lancé, qui est Le parcours atypique d'un entrepreneur punk, c'est ça, hein? Sortir du cadre. Sortir du cadre. C'est qui le titre? C'est qui le titre, et après ça, il y a ça en dessous. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ça? On retrouve tout ce que tu viens de me raconter. C'est un peu une biographie, mais en même temps, ça va pour parler de notre système économique, des phases économiques qu'on a eues aussi depuis 1995. On va parler aussi de valeurs, les valeurs du punk rock. Parce que souvent, le monde dit « Ah, punk rock, c'est des rebelles. » Mais on est des rebelles avec une cause. Future. Non, mais on est des rebelles avec des causes. C'est quoi nos causes? C'est le respect, c'est l'amour, en fait. C'est des choses très positives. Ça peut être le végétarisme, ça peut être s'exprimer, c'est parler des problèmes international, national, régional, gouvernemental, les problèmes économiques. C'est de ça que le punk parle. C'est une manifestation, c'est une proteste, mais en même temps, ça peut être fait très calmement avec des discours puis des échanges. Fait que je parle de ça aussi là-dedans parce que c'était ça mon but d'ouvrir mes magasins, c'est d'aider les groupes à distribuer un message de paix, d'amour et de révolution. Puis c'est ça, la culture punk, c'est le... Bon, tu sais, il y a tout le temps l'affaire de vouloir changer le monde, peu importe de la façon que tu peux le faire. Puis la culture punk, c'est ça qui avait de beau, comme tu dis. C'est pas nécessairement ce qu'on voyait, tu sais, les punks qui sont là en train de foutre la merde. Non, habituellement, punk, c'est qu'ils veulent changer les choses. Ils sont tannés d'être dans un système qui est fait de même. Ils disent non, la vie, elle peut être faite différemment. Puis on va s'arranger pour montrer qu'elle peut se faire différemment. Puis c'est en posant les actions, fait que, tu sais, en créant ça, tu réussis à faire passer le message un peu plus de différentes façons. Toutes les paroles des bands, habituellement, même si des fois, tu sais, ça peut être dur à comprendre, tu te rends compte qu'il y a tout le temps des sous-entendus, il y a tout le temps des affaires qui ont par rapport à la société ou leur façon d'être ou qu'est-ce qu'ils vivent, puis comment ils peuvent changer des choses des fois, là, tu sais. Ma blonde, elle aime pas la musique punk. Mais à chaque fois, je fais écouter je fais lire les paroles, écoute. Wow, ce qu'ils disent dans leurs chansons, c'est tellement fort, c'est tellement intéressant. Fait que il y a vraiment des choses très intéressantes qui soulèvent. Puis pour moi, ça m'a toujours touché. Fait que moi, j'aimais le son, puis j'aimais les paroles. Fait que ça m'a vraiment touché à un niveau assez pour pouvoir ouvrir une boutique puis m'impliquer dans différentes événements comme aujourd'hui, puis jusqu'à écrire mon livre, puis de continuer à passer ces messages-là, parce que j'y crois, parce que le combat ne sera jamais fini. Ah oui, ben non, c'est ça, il va tout le temps avoir de quoi à faire. Et là, l'aventure Underworld se termine, et là, tu as une autre passion, j'imagine, je ne sais pas comment elle est arrivée, mais on s'en parlait, mais tu es végétarien depuis longtemps, très longtemps, puis là, tu as eu le goût de te lancer en restauration. Comment c'est arrivé le goût de ça, de dire comme, hey, là, j'ai un nouveau défi, la musique, c'était quelque chose, maintenant, je veux me faire un restaurant, je veux partir un restaurant? C'est des phases, évidemment, puis aussi, j'ai le sang entrepreneur, ça, on va se le dire.
Puis le retail n'était plus la même chose pour la musique. Fait que lui, évidemment, il a fallu que je tire la plug parce que tout se passait en ligne. Puis on pouvait downloader la musique. Par la suite, je continuais à pousser les vêtements, le skateboard. Puis ça allait bien. Mais quand même, on a eu une récession en 2008 qui a affecté tout le monde puis qui a changé nos habitudes d'achat, le dollar américain qui était rendu faible. Fait que là, ça aussi, ça nous a affecté beaucoup. Les gens achetaient encore plus en ligne. Ils venaient moins. Après ça, tu as les H&M, les Simon qui ont beaucoup affecté notre façon de consommer. C'était rendu la consommation rapide et les T-shirts à 8 piastres. Tandis que moi, j'essaie de vendre des T-shirts à 30 $. Fait que je voyais que ça shiftait. Puis j'étais comme, il va falloir que je me réinvente un moment donné. Peut-être que un magasin de vêtements, c'est pas bon à long terme. Puis là, je voyais la restauration qui s'en venait très intéressant, les chefs qui étaient de plus en plus originaux. Puis, ben, comme tu mentionnes, moi, je suis végétarien depuis que j'ai 21 ans, donc depuis 25 ans aujourd'hui. Puis j'avais une passion à ce niveau-là. Quand je suis revenu à Montréal, ben, j'avais de la misère à trouver des restaurants intéressants, végétariens. Puis là, j'ai pensé à un concept qui s'appelait Gros Luxe. Puis j'avais mon partner qui était mon chef. Sa blonde était végétarien, fait que c'était vraiment cool à ce niveau-là. Au moins, j'avais pas besoin d'y faire un dessin pourquoi c'était important pour moi. Il comprenait la culture végé, vegan. Puis avec lui, ben, on a créé le Gros Luxe qu'on a ouvert sur Saint-André. Puis ça a vraiment explosé aussi dans cette situation-là. On a ouvert 9 restaurants en 5 ans. Fait que c'est ça. Puis l'idée initiale, c'était de partir un resto végé. Mais c'était pas d'être fait 100% végé parce que je voulais pas me mettre... Trop de bâtons dans les roues. Moi, c'est ça. Puis Montréal, on était prêts, mais pas 100% prêts à être végé. Puis je voulais quand même que tous mes amis viennent. Puis je voulais vraiment... Je voulais juste qu'il y ait plusieurs options. Puis le but, c'était de garder 50% du menu d'une façon, en enlevant la protéine de viande, que ça soit disponible végé avec du tofu ou peu importe quelle autre façon qu'on voulait le présenter. Puis là, OK, fait que là tu as réussi à partir le premier, qui était sur la rue Saint-André. Comment ça s'est passé le début là-dedans? Parce que la restauration, c'est pas facile non plus. Là. C'est un milieu bon. Mais c'était un autre game encore. On parle de quand même là, presque 10 ans. Fait que il y avait des beaux potentiels avec la restauration. Là, c'est sûr qu'on parle de la restauration, puis c'est difficile, puis c'est vrai, l'inflation, puis les employés, et ainsi de suite. Mais il y a 10 ans, il y avait quand même un beau potentiel. Puis, tu sais, dans ce temps-là, on vendait même pas presque... La plupart des restaurants, c'était juste bière et vin. Nous autres, on est arrivés, all right, bouffe fun, abordable, cocktail. Là, tu avais vraiment un bar cocktail, de la mixologie. Fait que déjà là, moi, je travaillais autant mon bar que ma cuisine. Puis ça, c'était quelque chose de quand même pas très commun dans les restaurants. Fait que ça, on s'est différencié à ce niveau-là. Puis aussi, sur papier, encore là, j'ai fait un plan d'affaires. Parce que tu as repris ton guide. J'ai repris mon guide. Puis je fais tout le temps des plans d'affaires, évidemment, avant. Je regarde mes chiffres. Puis plus je travaillais sur le projet, puis plus j'étais comme... Ça, c'est pas un restaurant, c'est une chaîne. C'est sûr, le Québec est prêt pour ça. Je veux l'amener en région. Fait qu'on avait fait une liste de 20 villes où on voulait aller. Puis même au début, on a signé 2 baux. Avant même d'ouvrir, on avait déjà 2 baux de signés. Parce qu'on avait de la misère à choisir. Puis les deux, il y avait un était dans le Myland, puis l'autre, c'était Plateau. Puis j'étais incapable de faire un choix. Fait que j'ai dit, allons-y. On signe les 2 baux. Puis ça a été un bon coup parce que le Soleil de Saint-André, il ne fournissait pas. On avait des line-up pendant 1h30 tous les jours pendant quasiment 1 an et demi. Ah oui, hein, quand même, des line-up. Puis après ça, le Myland a ouvert, puis c'était la même chose. C'était comme impossible à rentrer dedans. Puis après ça, on a ouvert Québec, Longueuil, Chicoutimi, Victoriaville, Sherbrooke. Fait que, ça, tu dis, ça a développé vraiment rapidement. Très de rapide. 8 spots en combien de temps? Ben, 9 au total en 5 ans. Puis c'est ça, aussi, le but, c'était parce que tu sais, les gens vont te copier un moment donné, veut pas. Fait qu'on voulait être vraiment les innovateurs. On voulait vraiment être le premier à me porter le resto, le bouffe réconfortante, VG-friendly, cocktail. Fait que c'était vraiment cool à ce niveau-là de pouvoir arriver. Puis à chaque fois qu'on arrivait dans une ville, c'était un succès instantané. C'était vraiment fun de voir l'engouement qu'il y avait pour le Gros Luxe. Fait que de participer à un resto, toi, bon, là, t'es là, je veux amener... je veux qu'il y ait une partie végé là, dans tout ça. Est-ce que tu participais aux recettes? Est-ce que tu étais là avec le chef, justement, qui disait, bon, il y a une connaissance là-dedans, on va innover là-dedans. Comment tu as construit ton menu?
au Ben, c'est départ? sûr que j'avais ma vision. Puis comme je te dis, nous autres, le thème, c'était bouffe réconfortante, internationale, parce que j'aime la bouffe, la nourriture. C'était quoi les premiers trucs? Qu'est-ce qui est réconfortant comme bouffe réconfortante dans les premiers menus du Ben, Gros Luxe? T'en euh, rappelles-tu? bien sûr, ben c'est sûr, pour moi, réconfortant, ça commençait par le grilled cheese OK. et la soupe. Parce que ça va bien ensemble. Tu trempes ton grilled cheese dans la soupe. Donc, ça partait de là. Puis, un de nos gros classiques, un des premiers qu'on a fait, c'est le grilled cheese poutine, OK. parce qu'on est au Québec. Fait que, il y avait ces choses-là. Puis, après ça, ben évidemment, on avait nos burgers, nos poutines, les mac and cheese. Mais après ça, tu sais, comme on pouvait faire aussi, tu sais, un poulet au beurre végé, tu sais, comme je voulais vraiment amener des saveurs libanaises, indiennes, vietnamiennes. Pour moi, il n'y avait pas de limite. Mais c'était tout le temps twisté à la gros luxe en plus. Puis c'était, un, comment qu'on faisait nos recettes, et deux, la présentation. Oui. C'était vraiment Oui. important comment qu'on allait. Nous autres, on voulait tant que ce soit un moment Instagram. On voulait que le monde prenne des photos puis qu'ils nous fassent de la publicité pour nous. Là. C'était dans le temps que les réseaux sociaux étaient Ben oui, ben tu sais, tout le monde a vu des drinks avec les choses, tu sais, puis avec toutes les affaires qui sont accrochées après, là, tu sais, puis tous ces trucs-là. Ben, c'est ça, évidemment, les Bloody Caesar avec les burgers, les grilled cheese, puis toute cette nourriture-là sur un verre. C'était quand même assez nouveau, là, puis il n'y a pas beaucoup de restos, parce que c'est quand même une science quasiment faire ça. Il fallait une bonne collaboration entre la cuisine puis le bar, mais on y arrivait. C'est très drôle. Et là, il y a plein de choses qui se sont développées avec ça. Là, ben, tu me racontais, puis je ne sais pas jusqu'à quel point on peut en parler, mais tu as vendu ce magasin-là à une chaîne pour développer des franchises. Ça, dans une vie d'un entrepreneur, c'est quelque chose quand même, tu sais, d'arriver, tu sais, je te dis une expérience, d'avoir des partenaires qui décident d'investir dans ta business pour développer ou des choses comme ça. Moi, ça m'est arrivé une fois j'avais un journal qui s'appelait Le Bang Bang. Et là, il y a Communication Voir, le journal Voir qui est venu, puis on dit, hey, tu sais, on était comme des compétiteurs, mais en fin de compte, nous, on parlait de la scène underground, puis eux, ils parlaient de la scène grand public, disons. Fait que là, ils voulaient nous avoir avec eux autres pour développer ça. Et là, on est arrivé en 2008 et 2009, la récession et tout le truc, là. Ça a fait mal aux médias. Mais ça a été une expérience super cool, puis tout ce qu'ils ont pu développer avec ça, tu sais. Toi, est-ce que tu t'attendais, est-ce que quand tu as créé le Gros Luxe, tu t'attendais à te dire comme j'ai besoin, est-ce que c'est une entreprise que je vais avoir envie de vendre? Est-ce que c'est un objectif où je vais avoir besoin d'un partenaire qui va m'aider à développer ça à la grandeur de l'idée de mon plan d'affaires, disons, quelque chose comme ça? Ben, je pense que c'était nécessaire de me rendre là. Il fallait que j'aille chercher un partenaire avec l'expérience en franchise, puis m'aider à grandir, puis ouvrir mes ailes encore plus grandes que j'étais. Puis ouais, j'étais toujours ouvert à l'idée, puis j'avais mes comptables, puis mes avocats, puis tout le monde qui m'aidait à trouver éventuellement le bon partenaire pour amener la marque à un autre niveau. Puis enlever du stress aussi, veut pas. C'est beaucoup de stress. On est quand tu es avec 9 magasins, 300 employés, c'est rock and roll. C'est assez rock and roll. Comment, je ne sais pas à quel point après ça le côté de franchise, mais comment tu t'assures de garder ton identité ou de garder la valeur de l'entreprise quand tu développes quelque chose comme ça? Ben, il y a un risque, mais il faut que tu prennes le risque à un moment donné, parce que comme je te dis, tout est du compromis. Puis ils amènent des idées, tu amènes tes idées. Overall, dans mon cas à moi, ils ont vraiment respecté mon concept, mes recettes, l'image, le marketing. Écoute, pour moi, ça a été vraiment une expérience super positive, là. Je pense que, tu sais, comparé à peut-être d'autres entreprises, quoique, tu sais, quand tu pars une franchise, tu sais, le Gros Luxe, tu avais un concept qui était fort, tu sais, qui était vraiment intéressant. Puis là, comme tu disais, quand tu ouvrais ailleurs, le monde venait. Fait que, tu ne veux pas dénaturer ça. Tu sais, si tu décides de franchiser, bon, tu décides d'acheter, de commencer à développer et faire partie de cette famille-là. Je pense que tu y vas avec le concept all the way, parce que sinon, si tu commences à décider de mettre ta touche, ben là, tu dénatures, puis peut-être que le monde va s'en rendre compte, j'imagine. Je sais pas trop, tu sais. Je sais pas Ouais, comment ben, ça comme se je passe. dis, il y a un risque, mais là, dans mon cas à nous, c'est ça, tous les pions avaient bien été joués, puis ils aimaient vraiment ce qu'ils voyaient, puis il n'y avait pas trop de choses à changer. Là, c'était juste de faire rouler la chose, puis de continuer à faire circuler le nom. Puis, je veux dire, les marques sont encore là, les restos sont ouverts, puis ça se passe bien. Et maintenant, c'est quoi la suite pour Alex? Là, je vois, là, on en parlait tout à l'heure un petit peu, là, tu vas à fond dans le skate, tu dis, je prends un temps pour moi. Tu sais, tu dis, là, tu as la fibre entrepreneur, là, puis, tu sais, j'en connais des entrepreneurs, je le sais aussi, puis ça n'arrête pas, là, de cogiter là-dedans tout le temps, là.
Fait que, est-ce que tu mets comment tu mets un frein à ça? Est-ce que tu réussis à mettre un frein? Est-ce que tu as déjà des projets de quelque chose d'autre? Ben, côté projet, c'est je veux vraiment aider les entrepreneurs. OK. C'est pour ça que j'avais écrit mon livre, puis c'est pour ça que j'aime ça venir à des endroits ici, puis faire des enregistrements. Parler du business, parce que je pense que j'ai une très bonne compréhension de l'entrepreneuriat, puis je peux aider beaucoup d'entrepreneurs, surtout de tous les âges, premièrement, mais ceux qui commencent ou ceux qui sont déjà établis. Tu sais, je veux Ouais. dire, je les ai vécu, ces choses-là, puis c'est quand même 30 ans d'expérience, tu sais, fait que je les ai juste vécus jeunes, puis j'ai été entouré de plein de mentors, j'ai eu des coachs aussi, tu sais, je suis vraiment bien entouré, puis je me suis toujours bien préparé. Puis j'aimerais aider plus d'entrepreneurs à se préparer à ce qui s'en vient pour eux. Puis je pense que c'est important qu'on se mette au travail. Puis, tu sais, les gens, c'est niaiseux, mais il faut qu'ils préparent leur retraite. Puis en ce moment, on dirait qu'on est dans une phase où que le monde, je veux travailler, pas travailler, mais je veux ci, je veux ça, je veux voyager, je veux l'auto. Mais, fait que, tu sais, comme moi, mon message, c'est clair que c'est de pousser les gens à être motivés, à être travaillés, puis trouver une façon de rester motivés, puis la ressource humaine, puis aider les chefs d'entreprise à comment motiver leurs équipes, puis comment motiver d'autres entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur, c'est magnifique, mais il faut qu'il y ait une recette. Il y a une recette gagnante pour ne pas se brûler, garder ton équipe, être gagnant, avoir du profit, veut pas, c'est important. Avec, Ben oui. je pense que c'est quelque chose que je connais bien puis que j'aimerais aider les gens avec. Puis les autres projets, on verra pour la suite. Oui, oui. Mais tu sais, tu le disais, là, il y a les nouveaux enjeux là, qui sont là. Les enjeux, justement, du monde bon, tu sais, qui veulent pas tellement entreprendre ou tu sais, qui veulent profiter plus de la vie que de bâtir un peu qu'est-ce qui s'en vient pour eux autres, puis tout ça. C'est quoi les nouveaux défis des entrepreneurs, outre que peut-être... autre justement que la main-d'œuvre, par exemple. Depuis le début, quand tu as lancé, il n'y a plus rien de pareil. Il n'y avait même pas Internet dans le temps quand tu as lancé tout ça. Fait que, les nouveaux enjeux des entrepreneurs, penses-tu qu'ils sont aussi si différents que ça qu'est-ce que c'était dans le temps Ben, c'est différent dans le sens où technologique et tout? Ben, c'était la technologie qui est là, qui est un magnifique outil. Ah ben aussi, C'est magnifique, magnifique. Je veux dire, un cellulaire, c'est incroyable. Tu as tous tes contacts. Tu peux prendre une photo, le mettre en ligne. Si tu as un gros réseau sur tes réseaux sociaux, tu peux rejoindre tes clients, dire hey, j'ai un spécial aujourd'hui, boum, next thing you know, tu as 15 clients qui viennent manger ton spécial la journée. Fait que il y a ça. Puis c'est sûr, c'est de regarder, d'être proche de ces chiffres, malheureusement. Faut pas juste être passionné de travailler puis d'ouvrir la porte, mais avec l'inflation en ce moment, le challenge est vraiment dans la rentabilité, puis parce que tous les produits ont augmenté, le transport, puis là, on parle de récession. Fait que, tu sais, faut vraiment être très, très, très prudent. Puis, tu sais, c'est de magasiner tes assurances, regarder toutes tes petites dépenses, puis c'est vraiment être proche de ta compagnie, puis de t'entourer, déléguer, faire moins de micromanagement, puis de faire confiance à ton équipe, former ton équipe. Beaucoup, beaucoup de formation. Parce que je veux dire, si tu es entrepreneur puis tu veux travailler tout seul, ben, je pense pas, à moins que tu veux une petite business, mais si tu veux grossir, tu n'auras pas le choix de t'entourer de gens, tu n'auras pas le choix de leur faire confiance, tu n'auras pas le choix de les former, puis de partager ta vision puis qui te représente bien. Puis comme ça, tu peux avoir la paix, puis toi, tu peux te concentrer sur les autres problèmes quotidiens. Parce que si tu vas faire la job pour eux, ça ne sert à rien. Puis il y en a beaucoup de choses à faire, surtout quand tu veux faire une expansion. Oui. Dans une autre entrevue qu'on avait faite ensemble, justement au Salon du Livre, là, quand tu avais lancé ton livre, on parlait de ça un peu, la gestion d'équipe, puis comment partager justement ses valeurs, puis comment gérer des équipes. Comment ça a été, toi, l'évolution de ça? Parce que tu l'as appris en même temps de faire tout ça. Au début, quand tu as commencé à avoir du monde qui travaillait avec toi, puis tout ça, tu sais. Ouais, avant d'écrire un livre, j'ai écrit La Bible Underworld. Puis, c'est ça, j'écrivais ma vision, puis après ça, j'allais par section. Comment vendre les souliers, comment... Ah oui, directement, là. Directement, les casquettes, comme vraiment complet. Puis il y en avait du stock là, dedans. Là. Puis j'accueillais chaque employé moi-même un matin, puis on passait au travers de la Bible, puis je faisais le tour du magasin, puis je leur montrais vraiment, puis je leur expliquais même comment je voulais qu'ils accueillent les clients, comment faire leur vente, puisque je voulais pas de la vente à pression non plus. Je voulais vraiment une expérience client. Fait que c'était vraiment ça, ma façon. Puis, je veux dire, tu regardes des grosses corporations, que ce soit même Browns ou Alto, ils engagent des employés, des jeunes, qui n'ont aucune formation, sont engagés, tu travailles demain, ça finit là. Ça manque.
C'était énormément d'implications, ce que tu faisais. Mais puis c'était, je te dirais, tu sais, on parle beaucoup de culture d'entreprise, tu sais, aujourd'hui par rapport à ça, puis de justement d'avoir le livre de comment toi tu vois la business, puis comment que ça devrait être, puis justement de mettre en avant l'humain, tu sais, dans la relation client, dans le service, puis tout ça. Fait que toi, tu avais une vision qui était détaillée, mais à un point genre... on faisait même des évaluations. Puis on parle quand même, tu sais, j'avais 22, 23 ans, là, puis j'avais des employés de 16, 17, 18 ans, tu sais, comme... Mais ils aimaient ça en plus, là. Ils avaient hâte à leur évaluation parce que... Ils avaient hâte. Je te jure. Parce que c'était le moyen d'avoir une augmentation, mais c'est aussi un moyen d'apprendre leurs forces et leurs faiblesses. Puis, tu sais, c'était communiqué d'une façon très respectueuse aussi, là, tu sais. On faisait, même que c'était une auto-évaluation. Je leur posais la question avant de leur donner la réponse. Je leur disais, est-ce que tu es ponctuel, oui ou non? Des fois, je suis en retard. Oui, exactement. J'aimerais ça que tu t'améliores à ce niveau-là. C'est comme avec tes aides. Moi, je gardais mes employés pendant des années, là. J'avais pas de roulement. Bien, c'est ça qui arrive. Mais comment tu es arrivé à ce processus-là? Dans le sens que, tu sais, je veux dire, quand tu es jeune puis que tu pars un business, comment tu t'es dit, est-ce que tu as eu une expérience comme ça dans le passé que tu as fait comme, OK, il faudrait que je fasse comme ça? Ou tu as juste dit comme, moi, j'ai eu des expériences que j'ai vraiment pas aimé, j'aurais aimé être encadré de cette façon? À peine, parce que j'ai presque pas travaillé dans des boutiques. En réalité, j'ai fait des job-ins, mais moi, c'était vraiment une affaire de fierté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes amis, quand ils venaient au magasin, je voulais être sûr qu'ils se fassent accueillir comme si j'étais là. Je voulais juste avoir des bons feedbacks. Puis, il n'y avait pas de Google Review dans ce temps-là, mais veux pas, mes amis, c'est là à mon magasin, puis l'expérience n'était pas à leur goût. Ça me déplaisait. Fait que pour moi, c'était ma responsabilité de bien former mon équipe pour qu'ils me représentent quand je ne suis pas là, parce que justement, je voulais grandir ma business, puis je voulais aussi que quand les gens viennent à mon entreprise, il y ait l'expérience comme si Alex Bassett était là. Fait que là, tu as fait ta Bible du Underworld. Est-ce que tu avais fait la Bible du Gros Luc? Bien sûr. C'est sûr. Est-ce que ça Elle se est recoupe? encore plus épaisse. Est-ce que ça se ressemble? Ah, c'est sûr que ça a été influencé. C'est une continuité, elle veut pas. C'est un travail de plusieurs années. C'est toi, tu sais, tu as fait ça. Fait que ça reste toi de la façon que tu veux être. Fait que j'imagine que... Non, puis tu le faisais encore là par secteur. Tu as ta Bible du serveur, la Bible du chef, la Bible du barman, puis comment nettoyer, comment ouvrir ton bar, comment accueillir les clients, comment dealer avec des problèmes. Toutes les préparer, comme je dis, c'est important. C'est une super... je suis flabbergasté, comme on dit, parce que c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de dire à du monde de faire, mais c'est que personne n'a jamais le temps de le faire, ce genre de choses-là, ou dit « Ah non, il faut que je fasse ça. » Ben oui, mais tu sais, quand tu penses à ton modèle d'affaires, quand tu penses à tes... Tu sais, on dit « Oui, OK, pense à tes ventes, pense à tes clients, pense à ton réseau, blablabla. » Mais... un des choses qui est super important puis qui est le premier client tout le temps, ben, c'est ton équipe. T'sais. Puis si ton équipe, ils sont pas l'ambassadeur que tu voudrais qu'ils soient, ben, déjà là, tu te tires dans le pied un petit peu. Puis, J'adore ce mot-là. Anyway, moi, mes employés, c'était pas des employés, c'était des ambassadeurs où je leur disais, vous êtes des conseillers experts. Vous n'êtes pas des vendeurs, vous êtes des conseillers. Comme, donne-leur l'information. Si aime le soulier, puis tu l'as bien conseillé, c'est la bonne couleur, c'est la bonne pointure, c'est la marque qu'ils voulaient, bien là, on va y vendre. Ben oui, mais ça. si c'est pas le bon produit, je veux même pas qu'on y vende. Je voulais vraiment être tout le temps basé sur l'honnêteté. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, c'est ça. Comme tu dis, des conseillers, c'est comme un peu dans n'importe quoi. La vente, tout le monde a peur de se faire vendre. Surtout quand tu arrives dans un magasin de vêtements ou dans un... Bon, OK, qu'est-ce que tu viens me vendre ou qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai pas besoin de ton aide, tu sais. Mais d'avoir ce sentiment-là quand tu arrives à une place, puis tu sais que... Hey, salut! Puis tu sais, je me rappelle, là, tu sais, c'était les skaters, c'était les fans de musique, puis tout ça, tu sais. Quand on arrivait là, c'était... Tu sais, c'était du monde comme nous autres. Là. On arrive là, puis « Hey, c'est quoi le nouveau band qui t'a sorti? Hey, qu'est-ce que tu as reçu? Hey, qu'est-ce qui se passe? » T'sais. Il y avait une discussion aussi qui se passait là-dedans. C'est ça qui était intéressant. Les gens venaient écouter de la musique. On pouvait passer des heures avec des clients des fois. Là. Ouais. C'était vraiment un genre de centre de jeunesse quasiment, tout le monde disait, là, parce qu'il y avait tout le temps plein de jeunes, puis le monde se tenait là, puis il y a vraiment une bonne vibe. Comme pour les restaurants, c'est la même affaire. Pour moi, les restaurants, c'était une salle de spectacle dans un sens. Je disais, on est les acteurs, les clients, c'est notre public. On est là pour leur donner un spectacle, leur donner la bonne bouffe, puis les faire oublier leurs problèmes du quotidien. C'est ça, pour moi, la restauration aujourd'hui, c'est du divertissement. Puis j'adore faire ça. Comme
Tu ouvres la porte pour le client, tu tires la chaise. Tu comprends? C'est toutes les petites affaires. Tu expliques qu'est-ce qu'il va manger, tu fais un suivi. C'est vraiment fun. Puis c'est ça, il faut avoir du plaisir. Là, on passe tellement de temps à travailler. Si on n'a pas de plaisir à travailler, ben là, le temps est long. Ben oui, clairement. Puis c'est un peu ça qu'on parle avec, avec l'événement dans toutes les autres entrevues qu'on fait. On en revient à ça, à dire comme, hey, regarde, si tu te plais pas dans qu'est-ce que tu fais, ça sert à quoi? Essaie de trouver où est-ce que tu t'amuses, puis focus là-dessus. Puis plus que tu vas développer ce qui t'amuse, puis que tu as une passion, ou ce qui t'amuse, tu vas peut-être découvrir une passion. Puis en découvrant la passion, ben là, tu vas devenir un expert. Puis en devenant l'expert de ça, ben ça va peut-être t'amener ailleurs, mais au moins, tu grattes en quelque part, là, parce qu'il faut commencer à gratter quelque part. C'est ça. Puis, tu sais, comme quand tu as une équipe aussi, tu es un chef d'équipe, faut pas se dire que ton employé va rester avec toi toute ta vie. Fait que le but, c'est de le former, de le rendre meilleur. Puis moi, ce que j'aime, c'est de voir mes employés s'ouvrir une business le lendemain matin. Puis c'est arrivé? Ouais, c'est arrivé plein de fois. Là. Oui. J'ai Quel genre plein de gens. business qui pouvait se partir des skate shops? Mettons, j'ai Raj qui s'est ouvert une distribution de skateboard. Okay. Mais là, il vend pour 3-4 millions par année maintenant. Là, puis il vit de ça avec sa famille. Il vit très bien. Là, puis j'ai Jesse qui a fait ça. J'ai plusieurs employés ou des groupes, des gens qui étaient sur ma compagnie de disques. Hugo Mewdy qui s'est parti de sa compagnie de disques. Il y a plein de gens que j'ai inspirés, influencés. Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire. Je dis, si moi, je suis capable, toi, tu es capable. Tout le monde est capable. Puis je vais les aider. Je vais dire que je vais donner mon numéro de mon comptable. Voici là, un gars pour m'imprimer. Je ne vais jamais les empêcher. Je veux que les gens ouvrent leurs ailes. Je veux que les gens fassent de l'entrepreneuriat. Je veux qu'ils vivent du succès. Puis je vais les accompagner là-dedans. Puis pour moi, c'est une fierté de dire, hey, ce gars-là, il travaille pour moi. Puis check, il y a du succès. C'est génial. Oui, c'est ça. Je parlais du Bang Bang. Là, ça, les journalistes du monde qu'on a eu, ils ont développé là-dedans. Ils sont rendus à Radio Cannes ou chroniqueurs à telle autre affaire. Puis ils se parlent des affaires. Puis c'est ça, c'est d'être un tremplin, justement, parce que tu as des employés qui sont jeunes. Ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils vont faire dans la vie, mais tu as un premier truc, tu leur apprends une expérience, tu leur apprends des bases pour toi qui sont essentielles, qui sont la communication, le respect, puis d'être à ton affaire, j'imagine, de collaborer, puis tout ça. Et puis là, ben ça, c'est des valeurs qui vont rester. Si tu réussis à faire ça, que si tu viens chercher par l'inspiration, par le fait que c'est Alex du Underworld, je vais travailler pour lui, je vais l'écouter, et là, voici comment ça se passe, puis là, que tu réussis à transmettre un peu cette valeur-là, et que là, justement, ben, dans sa vie, ça y fait un changement pour vrai, là, finalement. Même s'il ne devient pas un entrepreneur, là, je suis pas mal sûr que tous ceux qui ont travaillé pour toi ou qui peuvent avoir un entrepreneur ou un boss qui les a aidés là-dedans, ben, ça l'a changé quelque chose. Puis comme tu as dit tantôt, c'est des ambassadeurs. Puis c'est vrai, je veux dire, ton employé, il te représente. Tes amis, ils disent « Hey, tu travailles où? Je travaille au Gros Luxe. » Puis c'est cool. Tu dis « Ouais, c'est cool. Mais tu sais, des fois, il peut être en souper de famille aussi avec 10 personnes. Mais ce qu'il va redire, c'est important. S'il dit « Ah non, c'est de la merde, mon patron, c'est pas un bon gars, il m'a pas bien payé, puis il nous traite comme la merde, puis il dit jamais merci ou s'il vous plaît. » Ça se passe vite, ces infos-là. Tu comprends? Puis il veut pas, quand tu deviens un chef d'entreprise, ben, tu deviens une personnalité publique. Puis ben, moi, ma réputation, c'est très important. Puis je fais attention à comment que je gère ma ressource humaine, tu comprends? Puis que je veux que tes employés, c'est ta meilleure publicité, c'est tes ambassadeurs, comme tu as dit, puis c'est vraiment important qu'ils soient heureux. Puis, penses-tu que la culture punk, ça t'a aidé à développer ces valeurs-là, puis à cette façon-là? C'est-tu ça que tu es allé chercher là-dedans? Qu'est-ce qui... Bien, je pense que oui, parce que la culture punk, c'est quoi qu'elle dit en partant? Égalité, respect, non-racisme. On va se battre pour le droit des femmes, on va se battre pour les droits des animaux, on va se battre pour l'environnement. C'est ça, la base, là, si tu creuses assez profond, que tu vas trouver dans le punk. Là. Puis le punk, c'est rien qu'une philosophie, c'est rien qu'un mot. Là, tu peux dire militant, tu peux dire... Il y a plein de gens qui ont une mentalité punk, qui sont pas punk, qui n'ont aucune idée c'est quoi le punk. Le but, c'est le respect. C'est la base de tout. Puis dans ces musiques-là, ben, ils en parlent à leur façon. Différents bands, évidemment, chacun, c'est des écrivains, hein, veut pas. Ben oui, c'est des puis poètes. c'est des poètes, puis c'était très intéressant. Fait que oui, c'est sûr, à 100%, là, ça m'a ouvert les yeux. Là. Je serais pas devenu végétarien sans la musique punk. D'aucune façon. C'est là que j'en ai entendu parler pour la première fois. Puis j'ai dit, pourquoi être végétarien? Ah, puis il dit, non. C'est comme... Sans entrer dans le détail, là, mais il y avait beaucoup d'arguments pour
arrêter de consommer de la viande. Il y avait des bands comme Propagandhi, je sais, qui étaient très... Absolument. Mon très brand préféré. Très pro dans toutes ces affaires-là, tu sais. Comme tu viens de mentionner, eux autres qui ont été là-dedans. Puis, tu sais, pour en revenir dans la culture punk, Propagandhi, justement, tu sais, qui ont commencé. Et là, ils étaient une vedette de la culture punk, de la musique punk, tu sais, puis tout ça. Puis là, tu sais, après ça, tu as toutes sortes de monde qui aiment la musique punk, mais ils ont commencé à être détestés la musique. Tu sais, disons je sais pas comment dire, des puristes punk, là, justement parce que là, à un moment donné, dans leur logo, tu sais, il y avait gay friendly ou tu sais, des choses comme ça. Puis là, il y a du monde qui était choqué par ça. Ben là, eux étaient contents de pouvoir choquer les punks qui pensaient, tu sais, qui pensaient que le punk, c'est ça. Non, tu sais, le punk, c'est ouvert. Tu sais, le punk, c'est... Ben, c'est ça que j'aime du punk puis du skate, puis des fois, le monde ne le voit pas. Ben, regarde même maintenant le skate. Qu'est-ce qui est vraiment cool? Puis qui que tu vois le plus quasiment dans des parcs? Des filles sur des skates. Tu vois du monde de toutes les cultures. Des Noirs, des Arabes. Tout le monde fait du skate. Ils commencent des fois avec une trottinette, mais ils finissent sur un skate, j'espère. Mais, tu sais, c'est très inclusif. Là, parce qu'on est une culture qui se fait juger tout le temps. Fait que nous, on ne juge pas en retour parce qu'on sait c'est quoi être jugé, tu sais. Fait que c'est super intéressant. Fait que, nous autres, dès qu'on voit quelqu'un sur un skateboard, on est comme « Ah, cool, il est sur un skate, viens-t'en, on va te montrer à faire des trucs. » Tu comprends? Skate, intérêt commun. C'est la même chose quand tu vas voir un spectacle. C'est pour ça, tu sais, comme les gens disent « Pourquoi tu vas à autant de spectacles de musique? » Pour moi, c'est l'endroit où ce que je vois des gens qui ont les mêmes goûts musicaux, qui ont les mêmes valeurs. C'est comme un peu... Moi, c'est mon église, tu comprends? Je vois un spectacle, que ce soit jazz, que ce soit hip-hop, que ce soit peu importe. Je vois un endroit avec plein de gens, qu'on a tous quelque chose en commun. Puis c'est tout le temps super paisible. On chante, on danse, on retourne à la maison, la vie est belle, tu sais. Fait que c'est mieux qu'être à la maison et regarder TVA, tu comprends? J'encourage les gens à aller voir des spectacles. Merci beaucoup, Alex. C'était vraiment intéressant comme discussion, comme toujours. Là. Je ne sais pas si on a parlé des mêmes affaires que la dernière fois, mais ça évolue tout le temps. Puis il y a tout le temps quelque chose qui ressort là-dedans. C'est très, très cool. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont des questions, qui aimeraient poser quelque chose à Alex, son parcours, sur sa culture. Attends. Sure. Ouais. Hey, wait a second. English is cool, my brother. English, okay. I used to go to your store. I worked at Concordia. Oh, yeah? Yes, I was a teacher for 20 years. That's awesome. And you talk about California punk, Yes. like X. You know X? Yes, I know X. Yeah, they were great, but Fear and all those bands, there's a lot of them, in fact. but isn't British punk and new wave more legitimate to you? Yes, they're the foundation, they're the pioneers for sure, like even all the way from the Police. I even consider the Police being punk. But if you think about like how old they are, like even the Rolling Stone, like even the Doors, like I said, like it's not punk, but it's just their message, it's the message was all about and changing the world, in a good way. That's when the peace and love revolution, the Bob Dylan, all those guys, like I said, like punk is a word I like to use. California punk is another word I like to use, but it's like to each his own at the same time as well, but it's all good. Yes. It's all inclusive, like I said, everybody's welcome. But yeah, no, the UK punk is great. I mean, I just watched the Sex Pistol series on Disney, which is really, really interesting. I learned a lot of stuff, and it's they were like kind of one of the first one possibly, like they had the #1 hit with God Save the Queen, and they were banned from BCC Radio. I know, They yeah, never yeah, play. of course. So that's pretty amazing. So just to show you, like sometimes people don't want to hear it, but there was a lot of good stuff when you read their lyrics. But John Lydon was amazing. He was. Yeah. He was a visionary. PIL after that? PIL? Yes, sir. Public Image, yeah. You know your stuff. I love The Cure. Yes. And Echo and the Bunnymen. I was a new waver. And you know what's the Don't beauty? look at me now, but I used to be a new waver. And you know what? Like all those bands are still touring. I mean, yesterday NoFX was in Montreal. Like Lagwagon, we're celebrating the 30th anniversary. Like all those bands, like a lot of bands are still performing, and it's not something you up out. You're in that scene, and when you fall in love, and you usually it's hard to let it go, And it's beautiful, It's a beautiful thing, and
That's why, I mean, I'm 46 and I'm still skateboarding and going to concert, and I don't see that changing anytime soon. And you were in Vancouver, you said? Yes, sir. DOA. DOA, yes, sir. But are they not from Alberta? Maybe. But anyways, they play. Alberta? Oh, I didn't know, but But yeah, Deglo Abortion. Deglo Abortion actually play here on Milan. And that was the first time the cops actually intervened. There No was like kidding. about like 20 cars, because there was like, you know, a lot of punks, but with mohawks and tattoo and some funky smell. And the cops were not too sure what was going to happen, but luckily for us, nothing happened. But that was the beginning when we really got their attention at this point, and that's when the fire department came in and closed the venue. Any other question? it was much the style of dressing and hair, as much as the music, you know? And that's why I try to always say that punk is not an image, it's a philosophy, it's a mentality. And that's why I try to focus on when I talk about that lifestyle and mentality, less than the style, because that's why a lot of people, when they see those punk rock kids, they think, oh, they're, you know, teenager, they're vandalers, you know, and we're not, you know. It's just, there's all kind of people. And then if you look at my generation, well, they still listen to that music, and if you look at their kids, they have their Ramones t-shirt, they're skateboarding, and I think it's so cool because, like I said, like once you fall in love with that community, you stay in that community and you pass it on to your kids if they're into it. If not, you know, they're gonna listen to something else. But I see a lot of parents at the park, and really good parenting. I'm very proud of my generation actually right now. It's really cool what I see. Lots of love. For sure. Who were your favorite bands? Well, you name one of them: Propagandhi, Screeching Weasel, Minor Threat, Operation Ivy, Ramones, Fugazi. I mean, the old stuff, and there's newer stuff as well. There's just so much, you know. And then it's all about categories as well. It's like there's reggae. I love hip hop. I love country. I love all music, you know. Rachmaninoff? I don't know this band. You don't know Rachmaninoff. I do not. Classical piano. Oh, Russian, yeah. Very- Obviously. I love classical as well. Bach? Maybe not. Wagner? I know him. He was a bit of a punk. They all are. If you play music, you're going to be a bit of a rebel, that's for sure. It's a way of expression. Absolutely. Okay. Let someone else. But thank you. I love Thank it. you very much. I love that you went to my store as well. This is so amazing. Yeah, that was a great conversation. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions? J'ai une petite question, mais plus par rapport à l'entrepreneuriat. Absolument. Donc, ma question, c'est quelles sont les difficultés les plus inattendues quand vous cherchez du financement, que ce soit quand tu commences un nouveau projet ou au cours d'un projet, quand vous avez besoin du financement, en fait. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a différentes avenues là, pour qu'est-ce qui est du financement. C'est sûr que tu as les prêts de petites entreprises, qui est tout le temps une bonne avenue, parce que ces prêts-là sont commandités par le gouvernement. Fait que les banques sont plus ouvertes à nous faire ces prêts-là. C'est sûr que la BDC aussi sont très proactifs à supporter les gens qui veulent se partir en business. Sinon, ben, tu as les investisseurs de second degré qui, évidemment, eux autres vont charger des gros intérêts, fait qu'ils sont moins intéressants. C'est sûr que le financement, c'est toujours des fois le problème. Puis c'est pour ça que j'essaie d'aider les entrepreneurs aujourd'hui à bien faire leurs devoirs avant de se lancer en entreprise, parce que les risques financiers sont très élevés. Tu peux perdre très rapidement. Si tu lis pas bien ton bail commercial, ils sont très sévères, ces beaux commerciaux-là, puis ils peuvent venir après toi, à ta maison. Il faut vraiment être très stratégique avant de se lancer en affaires, puis de faire attention. Puis, ben, c'est ça, pour l'argent, ben, des fois, c'est ça, c'est pas évident, évidemment, c'est le plus gros challenge. Des fois, parce qu'il y a des gens qui ont des bonnes idées, mais ils n'ont pas le financement. Je
Je pense pas qu'aller au Dragon, c'est la meilleure idée non plus. Ben, c'est ça. Puis il y a de quoi d'important à savoir par rapport aux beaux commerciaux, par rapport aux beaux de logements. C'est pas la même chose. C'est quand tu travailles avec quelqu'un qui est un local, tu n'as pas les mêmes droits. Tu sais, tu sais, le logement, ben, c'est essentiel. Tu sais, tandis que quand tu travailles en commercial, là, c'est une autre histoire. Tu es mieux de bien checker tes choses. Puis je pense que, tu sais, par rapport à ce que tu dis, par rapport au financement, ce qui est super important, c'est de prendre ça tranquillement. Tu sais. Allez-y slow. C'est le fun d'avoir les idées, tout ça, là, mais des fois, justement, tu sais, j'ai une grosse envie, je veux faire ci, je veux faire ça, là, beaucoup de prêts. Et là, comme tu dis, là, il y a beaucoup de risques, plus de risques. Et là, tu te rends compte qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas pensé ou tout ça. Essaie je dirais, le plus possible dans le faisable de ton imagination de pouvoir y aller par tes propres moyens, tranquillement. Et là, tu développes, tu vois un peu le marché. Puis là, tranquillement aller chercher des petits financements. Puis là, quand tu vois qu'il y a quelque chose solide, là, vas-y, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'en ce moment, on est dans un avantage où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent des employés. Fait qu'il y a quand même des bons salaires de disponibles. Puis, si tu as un auto, ben, tu peux faire de l'overtime avec du Uber. Tu sais, comme, faut des fois de donner la claque. Puis moi, j'ai donné la claque quand j'étais jeune. J'ai travaillé sans arrêt, puis j'économisais. Comme, oui, je veux dire, le logement, si tu as la chance même d'habiter chez ta mère, ben, tu travailles comme un fou, puis tu essaies d'économiser de l'argent. Puis une fois que tu as un genre de 5 à 10 000 qui est totalement plausible d'économiser en un an, si tu fais vraiment attention, puis tu te donnes un coup, c'est un coup de barre que tu donnes. Ben là, après ça, au moins, tu as de quoi, puis tu as de quoi de sérieux, puis après ça, tu peux tranquillement faire des actions qui peuvent t'amener à avoir le financement pour ton projet, mais c'est sûr que c'est un challenge. Ben, PME, PPE, puis BDC, pour avoir des plus grosses sommes, c'est une bonne avenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions après tout ce qu'on jase depuis tantôt? Ça a l'air d'être bien. Merci beaucoup, Alex. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici, que tu sois venu dans ton ancien hood pour jaser de tout ça. Puis à très bientôt. Si vous voulez réécouter l'entrevue, elle va être disponible en podcast. Puis la vidéo aussi qu'on enregistre, si vous voulez revoir un petit peu tout ça. Je vous invite à rester proche. Allez voir le bord de l'eau, là. Puis ça, mais dans une trentaine de minutes, on va avoir Mathis de Omayela qui va venir. On va parler un petit peu avec lui, qui est un artiste du coin aussi. Et qui va nous parler de sa passion, en fait, de Hansik. Et qui, juste après, il fait une belle petite perfo pour finir la soirée. Fait que restez juste pas trop loin, là, autour, là. Et à très bientôt. Merci de l'invitation. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée.